Et là où tu as gagné 3 cm, ouais. Combien de temps? C'est tout au début, en fait. Au début, tu as parfois un peu mal au dos parce que ta colonne vertébrale fait clic, 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 clic. Ça dure, 3 semaines. En 3 semaines, tu prends 3 cm. On va maintenant se diriger vers le laboratoire japonais, tout doucement, qui se trouve derrière nous. Alors ici, on est à l'avant de la station spatiale. La station spatiale vole dans ce sens-là. C'est quoi ça? C'est à gauche ou à droite? Non, il n'y a pas de blême. Je suis Thomas Pesquet, astronaute de l'Agence spatiale européenne en mission dans la Station spatiale internationale. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelques aspects de la vie à bord et notamment ceux liés à la sécurité. Ici, on se trouve dans le module qui s'appelle Node 2, où les astronautes s'installent pour dormir. Donc, comme vous le voyez, on dort accroché à la paroi, au mur derrière nous, dans un sac de couchage. La particularité, c'est qu'on a un ventilateur très près du visage, parce que sinon, on pourrait s'asphyxier dans une bulle de CO2 qu'on formerait pendant la nuit en respirant, parce qu'ici, évidemment, les gaz se sédimentent pas sous l'effet de leur masse volumique différente. Donc, vous voyez, tout est différent dans la station. On va voir un peu pourquoi. Avoir la sensation de la tête qui repose sur quelque chose. On ferme tout. Ah oui, donc la tête aussi. On peut, ça c'est optionnel, c'est pas obligé. Il y a des gens qui aiment bien, il y a des gens qui aiment pas. La particularité, c'est qu'on a un ventilateur très près du visage, parce que sinon, on pourrait s'asphyxier dans une bulle de CO2 qu'on formerait pendant la nuit en respirant, parce qu'ici, évidemment, les gaz se sédimentent pas sous l'effet de leur masse volumique différente. Donc, avoir la sensation de la tête qui repose sur quelque chose. On ferme tout. Ah oui, donc la tête aussi. On peut, ça c'est optionnel, c'est pas obligé. Il y a des gens qui aiment bien, il y a des gens qui aiment pas. On se trouve ici dans le laboratoire américain qui est le cœur de la station. Et je vais vous parler du premier risque majeur auquel on est exposé, ce serait le risque de feu, comme sur Terre. Sauf qu'ici, les flammes se propagent pas de la même manière en apesanteur. Et puis, on a énormément d'équipements ignifugés, on est protégé contre le feu, mais on a aussi beaucoup d'électronique. Les feux pourraient se déclencher derrière les panneaux, donc parfois ils sont difficiles à détecter. On a des capteurs dans toute la station, et en cas de feu, une alarme retentirait immédiatement. Pour contrer le feu, on a recours à des extincteurs comme sur Terre, un tout petit peu différents, soit à base de CO2, soit à base de vapeur d'eau, et c'est comme ça qu'on protégerait la station entière contre le feu. Si jamais on avait un feu incontrôlable, on serait obligé de quitter la station et de l'évacuer dans nos véhicules Soyouz qui se trouvent à l'arrière. Je vais vous parler du premier risque majeur auquel on est exposé, ce serait le risque de feu, comme sur Terre. Sauf qu'ici, les flammes se propagent pas de la même manière en apesanteur. Sauf qu'ici, les flammes se propagent pas de la même manière en apesanteur. Sauf qu'ici, les flammes se propagent pas de la même manière en apesanteur. On jette pas ces déchets par-dessus bord, évidemment, parce qu'on essaie de maîtriser les débris spatiaux, qui sont une menace pour les satellites, mais qui sont aussi une menace pour nous. Ces débris, une fois lancés avec beaucoup de vitesse, après une orbite, pourraient revenir vers nous, percuter la station, causer un trou dans la coque du navire, et nous exposer au deuxième risque majeur qui est la dépressurisation. Ici, à l'intérieur de la station, on a une pression qui est égale à la pression sur Terre. À l'extérieur, c'est le vide absolu. Très grande différence de pression, un trou dans la coque, on perdrait tout notre air, tout notre oxygène. C'est évidemment pas une situation d'avenir. Extérieur, c'est le vide absolu. Très grande différence de pression, un trou dans la coque, on perdrait tout notre air, tout notre oxygène. C'est évidemment pas une situation d'avenir. Depuis à peu près 4 heures, ces deux cosmonautes sont en train de découper un Soyouz, un vaisseau spatial russe arrimé à la Station spatiale internationale. Le but, trouver l'origine de ceci. Un trou d'environ 2 mm de diamètre percé dans sa coque. Revenons quelques mois en arrière. Le 29 août 2018,
les instruments de la Station Spatiale Internationale détectent une légère chute de la pression de l'air à bord. En attendant, la fuite a bien été colmatée avec du ruban adhésif. La fuite a bien été colmatée avec du ruban adhésif. La fuite a bien été colmatée avec du ruban adhésif. Suppression de l'air dans quelques instants. Premier produit, c'est parti. Est-ce que j'ai une bonne idée ou pas? Oh, Ça vomit. oh c'est con, c'est de l'autre côté. Oh mec, c'est beau. Par contre, faut faire gaffe que ça aille pas juste en haut. Ça, c'est en train de tomber. On dirait des œufs en neige, mec. Attention. J'appuie. T'appuies. Attention. Aïe aïe Ah aïe oui. aïe 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 aïe. Il semblerait que ce soit plutôt l'effet inverse. C'est génial. Attends, c'est génial. Allez, c'est là. la réponse. Tant que ça gonfle là. Vous avez vu? Ah, mais en fait, c'est parce que comme la cloche... Et donc la bonne réponse, les amis, c'était bien sûr que ces bouts de guimauve allaient se mettre à gonfler. Aïe 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 aïe. C'est le coup de pompe à vide généralisé. La ressource principale à bord de l'ISS, c'est l'eau. C'est une des ressources les plus précieuses. Vous imaginez bien qu'ici, on ne peut pas acheminer depuis la Terre des énormes quantités d'eau. Ce serait difficile. On ne peut pas se permettre de la consommer de manière irraisonnée en laissant le robinet ouvert. Donc on la gère de très près. On a un système de recyclage de l'eau qui se trouve autour de moi ici dans le Node 3. À ma gauche, on a les toilettes. Et dans ces racks qui sont à mes pieds et sur les côtés, on va recycler toutes les eaux usées, les urines, la transpiration, la condensation partout dans la station spatiale. On se trouve ici dans la cupola et on est directement exposé aux rayons du soleil. Le soleil, c'est notre source d'énergie à bord de la Station Spatiale Internationale. On fait 16 orbites autour de la Terre, 16 tours par jour. Donc pendant une partie de ce tour, on est exposé au soleil, on emmagasine de l'énergie grâce à nos panneaux solaires photovoltaïques et à nos batteries. Et pendant la partie à l'ombre, derrière la Terre, de l'autre côté de la Terre, eh bien, on restitue cette énergie emmagasinée dans les batteries. C'est comme ça qu'on peut approvisionner en énergie l'ensemble de la station spatiale. Le soleil, c'est donc quelque chose de positif pour nous, mais c'est aussi un danger pour deux raisons. Les températures ici sont extrêmes, on n'est pas protégé par l'atmosphère, on peut atteindre plus 200 degrés au soleil, moins 170 quand on est à l'ombre, donc il faut se protéger pour ça. Une grande partie de l'énergie à bord de la station spatiale sert simplement à réguler la température. Le soleil, il est source aussi non seulement de lumière, mais aussi de radiation dont il faut se protéger. On est blindé à bord de la station spatiale pour que les astronautes ne soient pas exposés à des niveaux de radiation trop élevés. Et pourtant, l'équivalent d'une mission de 6 mois, c'est à peu près 100 fois la dose reçue pendant le même temps par quelqu'un qui serait resté sur Terre. Les toilettes spatiales. Alors comme vous le voyez, il y a vraiment deux dispositifs. Ça, c'est pour la petite commission. Ça fonctionne par aspiration, un flux d'air qui permet d'aspirer. Et ça, c'est pour la grosse commission. Toilette spatiale, c'est évidemment compliqué. On a des panneaux de contrôle avec beaucoup d'interrupteurs et des procédures. On a des procédures pour tout dans la station spatiale. Une porte pour s'isoler, pour être un peu tranquille. And that lifts up the lid. The seat here is about 5 or 6 inches in diameter, and there's a plastic liner in there where your deposit goes. What I have here is green beans and mushrooms, and I do not like mushrooms, so I don't mind contributing this piece of food in the name of education. So pretend I ate this yesterday, and now it goes into there. You clean yourself, and the wipes go into there as well. You take this red tab, you pull it off the rim, and depends on how full the container is. This one's about halfway through. We do have a stick, and you push it down in there with all its other friends, and then it's time to put a new bag on. To put a new bag on, you pull that, it's like a hair scrunchie, and get it all
So it has max capacity there and ready to go. Close it up. Obtenir un effet de ce genre a toujours été l'utilisation de câbles d'acier. Fins et invisibles pour les caméras, les câbles d'acier étaient déjà utilisés avec une grande efficacité par Walt Disney au début des années 60, comme dans le film Mary Poppins. Et aujourd'hui encore, ils sont utilisés très régulièrement, comme par exemple dans le film Magnificent Desolation de IMAX, précisément pour reproduire les promenades lunaires des missions Apollo. Connectés à un système de contrepoids, les câbles d'acier permettent à l'astronaute de réduire son propre poids comme il veut et de simuler à la perfection la gravité lunaire. Et là où tu as gagné 3 cm, en combien de temps? C'est tout au début, en fait. Au début, tu as parfois un peu mal au dos parce que tu as la colonne vertébrale, fait clic, 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 clic. Ça dure, 3 semaines. En 3 semaines, tu prends 3 cm. 3 semaines, 3 cm. L'objectif, c'est aussi le retour sur la Lune. Ouais, pour retourner sur la Lune, déjà, il faudrait que la NASA retrouve les données télékilométriques parce qu'on peut plus y aller, en fait. Mais pour Mars, on peut. Ça devrait pas poser de problème. La mission, en fait, cette fois-ci, qu'allez-vous faire, en fait, pendant ces 6 mois? Ah non, mais moi j'ai pas l'intention de rester 6 mois ici, hein. Franchement, moi je suis juste venu voir, comme ça, pour voir ce que le Thomas Pesquet il avait à faire, hein. Mais déjà, un truc qui est sûr, c'est que, bon, les shots sont pleins, donc il faudra qu'il nous montre comment on vide le shot, parce que c'est un grand mystère de se les imaginer en train de faire caca dans des sacs en plastique, et c'est surtout comment le vider, en fait. Parce que une fois qu'ils ont poussé tous les sacs de merde plus ou moins bien fermés, ils sont en apesanteur à un moment, il faut l'ouvrir le shot pour vider tout ce qu'il y a dedans. Et ça, honnêtement, moi j'aimerais bien voir la maintenance, l'opération se faire de A à Z. Ça doit franchement être quelque chose, hein. A-t-on le temps de s'ennuyer, de trouver justement le temps long et de penser à ses proches et de dire bon j'ai encore plusieurs semaines, plusieurs mois à tirer? Oh c'est-à-dire que mes proches, moi non, je suis tout seul, il y a personne qui m'attend, moi j'en ai rien à branler, mais c'est vrai que de flotter ici avec une odeur, mais ça pue dans cette station, c'est une infection. Ce serait temps que Thomas Pesquet vienne vider les shots et sortir les poubelles, parce que bon, il a beau être commandant, c'est bien un commandant, mais bon, ici, à mon avis, il y a général, amiral, donc il a beau être commandant, si c'est lui le grade le plus bas, c'est lui qui va se taper les TIG, ça c'est une certitude. Alors, il y a bien sûr toujours un risque à faire décoller une navette, à vous faire revenir sur Terre. Est-ce que vous avez peur? Peur, non, j'ai pas peur. Le problème, moi ce que j'ai peur, c'est qu'il nous foire encore l'atterrissage sur Terre. Parce que, bon, normalement, la NASA, l'ESA, etc., ils ont du budget, ils ont du pognon. Quand une capsule atterrit sur Terre, ce serait bien de faire un truc crédible. D'ailleurs, je vais vous montrer comment moi j'aurais fait, en fait. Si j'étais vraiment... Je supervise le truc, j'organise le truc, voilà comment j'aurais fait à peu près pour que ce soit crédible. La zone de crash de la capsule est localisée. Donc dans un premier temps, moi ce que j'aurais fait intervenir un FMOGP. Qu'est-ce qu'il aurait fait ce FMOGP? Il aurait arrosé toute la zone pour faire baisser éventuellement les radiations s'il y en avait. Ça donnerait le temps à une autre équipe d'arriver avec un VRT. Donc le VRT, c'est le véhicule risque technologique. Donc là, qu'est-ce qu'ils auraient fait, les mecs? Là, on les verrait faire des relevés avec un compteur GGR pour voir s'il y aurait éventuellement des radiations dangereuses.
Et si oui, les traiter. Une fois que le risque technologique est écarté, donc que les compteurs ne s'affolent pas et qu'il n'y a aucun danger, là, les équipes technologiques vont monter ce qu'on appelle un poste de décontamination. Et celui-ci pourra être alimenté éventuellement par le FMOGP. Et là, on pourra faire venir une autre équipe avec une log. C'est un véhicule en fait qui a tous les outils qu'il faut à l'intérieur pour faire une désincarcération ou pour éventuellement ouvrir une capsule tout simplement. C'est un véhicule qui a tous les outils en fait. Pendant que l'équipe de désincarcération s'occupe de la capsule avec l'équipe de risque technologique, il y a une autre équipe qui peut monter ce qu'on appelle un poste médical avancé, c'est-à-dire un hôpital avancé, un hôpital de campagne, et éventuellement 2 ambulances prêtes à partir. Une fois que l'équipe de désincarcération a réussi à ouvrir la capsule, là, avec les équipes de risque technologique, ils vont évacuer les astronautes dans le centre de décontamination dans un premier temps. Comme ça, ils vont être nettoyés, décontaminés, qu'il n'y ait plus de problème. Une fois que les mecs sont passés à la décontamination, ils peuvent rejoindre le poste médical avancé. Là, les médecins vont voir s'ils sont pas blessés, s'ils ont rien de grave. Un petit crash comme ça, on peut se casser une jambe, un bras ou quelque chose. Ça peut arriver. Donc, s'il y avait une urgence vitale et qu'il faut emmener un des astronautes à l'hôpital, les ambulances sont prêtes à partir. Donc, il y a 2 possibilités. Soit il a un bras cassé ou quelque chose. Il faut l'emmener dans un hôpital un peu plus équipé. Donc là, les ambulances sont prêtes à partir. Donc, on l'évacue en ambulance vers l'hôpital le plus proche. Ou éventuellement, l'astronaute va bien, il a aucun problème, il a aucun séquelle. Donc là, il n'a pas besoin d'être évacué, il peut rejoindre éventuellement sa famille, parler aux journalistes, etc. Voilà, elle vous paraît bonne ma technique ou pas? Enfin, moi je sais pas si c'est comme ça, mais bon, moi c'est comme ça que j'aurais fait. Regardez ce qu'ils ont fait ces corneaux. Et là où tu as gagné 3 cm en combien de temps?
C'est tout au début, en fait. Au début, tu as parfois un peu mal au dos parce que tu as la colonne vertébrale qui fait clic, 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 clic. Ça dure, allez, 3 semaines. En 3 semaines, tu prends 3 cm. 3 semaines, 3 cm.